Bonjour et bienvenue sur la Drache. Vous savez, ici à Lille, une bonne drache, c'est un peu comme un défi inattendu. Ça surprend, ça rafraîchit et parfois, ça nous fait grandir. Dans ce podcast, on rencontre des gens d'ici, des entrepreneurs qui ont appris à danser sous la pluie, à transformer le moment difficile en de vraies opportunités. On va partager leurs histoires, leurs astuces et comment ils gardent le cap, même quand ça secoue. Alors, enfilez vos parapluies et rejoignez-nous pour explorer ensemble ces aventures. C'est l'heure de la Drache, c'est parti. Je vais commencer l'épisode par un témoignage que j'ai trouvé à propos de toi. Je vais le lire et tu vas me dire ce que tu en penses. Damien est une personne comme on en fait peu. Il est chaleureux, bienveillant, mais bienveillant dans le sens noble du terme. Pas le genre de bienveillant qui fait joli sur le papier. Il fait bouger les lignes pour l'inclusivité, la féminisation de l'IT et tout un tas de sujets qui lui tiennent à cœur. Parce que des belles valeurs, Damien en a à l'appel. Et il partage ses idées de manière originale et ludique. Ce qui permet de toucher un public toujours large. C'est très agréable d'échanger avec Damien. C'est vraiment quelqu'un de motivant, professionnel et à l'écoute. Comment on devient l'homme que... Donc, Fantine Rudan, je pense. C'est Fantine qui a écrit ça ? Oui, sur ton Ça LinkedIn. fait plaisir. Et comment on devient l'homme que Fantine est en train de décrire ici ? T'as des questions, tu veux que je réponde en une phrase ? C'est toi comme tu le sens. Je pense que j'ai essayé de devenir la personne que j'aurais voulu rencontrer dans mon début de carrière pro, quoi. Ouais. Et mon début de carrière pro, j'ai pas exactement rencontré des gens comme ça, ou alors les gens qui étaient comme ça, c'est des gens qui m'ont plus drivé ou avec qui j'étais plus à l'aise. Et la bienveillance, c'est un sujet qui est hyper compliqué, mais que j'ai pu explorer. Et je pense sur We Love Dev, j'ai eu la chance de pouvoir explorer ce que c'était sincèrement de la bienveillance, tu vois. Et c'est dur. Et comment tu traduis la bienveillance au sein de We Love Dev ? Parce que c'est un mot qui est large, qui veut tout dire, et surtout qui est utilisé partout aujourd'hui. C'est surtout qu'en plus, même au sein de We Love Dev, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut défendre tous les jours. La bienveillance, ça commence par un droit à l'erreur, tu vois. Il y a un collab qui a mal géré ça, ou alors il a réussi, mais c'est un demi-succès. Mais en fait, c'est toujours un succès. Ouais. Tu vois, et en fait, laisser la place aux gens de se tromper, de tester des choses dans une position d'initiative. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été mal à l'aise dans des jobs où j'étais trop contraint, pas assez, tu vois. Il faut pouvoir challenger le statu quo régulièrement. Si on me dit toujours de me remettre à ma place, ça c'était des trucs où j'étais pas à l'aise. Je voulais que ma boîte soit une boîte où les gens qui veulent challenger le statu quo, puissent le faire, tu vois. Ouais. En fait, faut défendre, tu vois, parce que des fois, tu peux avoir un collègue qui est frustré parce qu'il y en a un autre qui a fait un truc moins bien que lui l'aurait fait, tu vois. Ok, on va écrire un process pour empêcher ça. Non, en fait, on n'écrit pas un process pour empêcher ça. On va faire en sorte que la prochaine fois qu'il a un doute, il puisse te demander de l'aide et que tu sois sympa avec lui, tu vois. Oui. Voilà. Et cette bienveillance-là, moi, je le fais sincèrement et j'essaie de faire en sorte que mes collègues le fassent aussi. Mais c'est pas évident parce que tout le monde a peur, tout le monde veut faire mieux. On est dans un monde de compétition et en fait, faut l'abandonner pour se dire que en fait, c'est important que tout le monde soit à l'aise pour te demander de l'aide quand il y a besoin, quoi. Donc, la question moi que je me pose naturellement, c'est là tu le fais dans une vraie entreprise, We Love Devs. C'est pas un projet entre potes. Donc une vraie entreprise avec une dizaine de salariés d'après ce que j'ai vu. Beaucoup de clients, on en parlera après. Comment tu laisses cette marge d'erreur et à quel point elle est grande et elle est où la limite en fait de l'erreur ? Non, mais en vrai, déjà, faut se rendre compte que on a de la chance d'être un site web et pas un SaaS. Il y a un peu une différence, c'est-à-dire que j'ai pas de SLA envers mes clients. En vrai, t'es dev, tu mets en prod, t'as pété la prod, tu la répares, c'est pas grave, quoi. Et limite, en fait, tu vois, récemment, il y a un dev qui a fait une régression en production. Personne s'est plaint dans le chat. On s'est dit peut-être que la feature, faut l'enlever au prochain batch, quoi. C'est simple en fait, oui. Tu sais, il y a le live chat, il y a le support live chat. Si personne se plaint quand on pète la feature, peut-être qu'en fait la feature faut l'enlever, elle sert pas, quoi. Tu vois, donc c'est le meilleur indicateur en fait. Donc en fait ça commence par là, tu vois, quand t'es tech, j'ai mis en prod, j'ai pété la prod, c'est pas grave, quoi. Je vais la réparer.
C'est un mot C'est pertinent, de Mark Zuckerberg, ça, mot face and break things, tu vois, genre, en gros, ouais, on pète des choses, l'important c'est qu'on les répare C'est vite. qu'on les répare vite, oui. Ouais. Et surtout, alors c'est marrant parce qu'il disait ça à une époque avant le DevOps, mais il disait le code de tout le monde va péter en prod un jour, quoi. Et du coup, à l'époque, ce qu'il disait, c'est-à-dire que si ton code à toi il pète en prod, t'es responsable de le péter, de le réparer, tu vois. Faut réparer, oui. Ou il faut qu'on soit capable de le réparer vite. Il expliquait que c'est pour ça que lui codait plus, parce que lui, s'il est en board, il peut pas réparer sa merde, tu vois. Oui, c'est clair, oui. Et c'est hyper DevOps comme philosophie, c'est-à-dire que en fait, tu es responsable de ce qui est en production, tu es responsable de faire la maintenance de tes features, etc. Quoi. Et c'est des valeurs que toi, tu as mis en place dans ton entreprise. Par exemple, le droit à l'erreur. Est-ce que toi, tu as eu auparavant, tu as fait des erreurs chez d'autres personnes et qui t'ont coûté cher? Je réfléchis. Hein. En vrai, je pense pas tant que ça. Qui m'ont coûté cher à moi? Ou qui ont coûté cher à les clients? Non, j'ai pas vraqué des prods de magasins ou quoi. Non, j'ai jamais fait ça. Mais c'est aussi parce que le droit à l'erreur, du coup, si on veut que les gens puissent mettre en prod et péter la prod sans que ce soit grave, faut avoir les outils pour pouvoir la réparer rapidement, etc. Et puis il y a des environnements où c'est pas possible, il y a des environnements où du coup on va avoir des process de recettes qui sont plus compliqués. On va prendre le temps de faire attention avant. Faut adapter les choses. Mais oui, si. Ah si, je viens de me rappeler d'un truc. J'ai fait la refonte de l'appli d'un retailer dans la région à l'époque. Et le process de recette prend effectivement 3 semaines, tu vois. Et 2 jours avant la mise en prod de la grosse release, quoi. En fait, je comprends une feature qu'il y a dans le code. Enfin, il y a une fonction dans le code qui était, tu vois, elle était grisée dans mon IDE parce qu'en fait, on n'avait pas implémenté cette interface-là. Oui. Et je me disais, à quoi ça sert, tu vois. Et puis, au hasard d'une conversation avec quelqu'un, en fait, il m'explique que cette fonction-là, quand elle est appelée, il faut bloquer l'interface parce que si l'utilisateur il clique sur un bouton, ça va exploser, quoi. Et j'avais pas du tout implémenté ça. Donc je vais voir le chef de projet, je dis la minute. Le taux de crash en production, il va être énorme et tout, il faut le bloquer. Et le chef de projet me dit, ah non, mais Damien, ça fait 3 semaines qu'on fait la recette, ça part en prod, on fixera dans la prochaine release, hein. Parce que sinon, on reprend 3 semaines de délai sur le projet et tout. Donc eux aussi, ils avaient cette marge d'erreur aussi. Enfin, l'entreprise dans laquelle tu travaillais, pas le client. Ouais, mais même le client. En fait, le client aussi, tu vois, en fait, ça leur a pas pété le chiffre d'affaires du jour au lendemain. De manière générale, la refonte a fait a doublé le chiffre d'affaires. Oui. Donc, puis t'es content, non? Dans tous les cas, on partait tellement loin que un bug, c'est pas grave. Alors moi, ça me paraissait énorme d'avoir en tas de crash. Puis t'avais le prestataire qui faisait le back office et le site web à côté. Lui, il avait des bugs en prod depuis 1 an, tu vois. Et puis là, il s'en foutait. Du coup, on a parlé de beaucoup de choses, du témoignage, et tout ça est parti du témoignage de Fantine. Ouais. Mais on ne s'est pas encore présenté. Enfin, tu ne t'es pas encore présenté. Est-ce que je peux te demander de te présenter aux personnes qui écoutent? Ouais, du coup, je m'appelle Damien, je suis le patron de willofdev.com. Et donc, pour le background, moi, je suis venu dans la région pour étudier. Et j'ai fait une formation d'ingénieur parce que je savais que j'aimais les ordinateurs, etc. Je voulais faire l'informatique. Je voulais être ingénieur aussi, c'était important pour moi. Et en cours de route, j'ai appris que je pouvais entreprendre, que je pouvais créer des boîtes, etc. Et donc, à partir d'un moment, j'ai un peu commencé à être hors circuit et à fréquenter le monde des startups, à faire des startup week-ends. J'en ai fait plus de 50 des startup week-ends. Alors, il y a 10 ans, quand je disais ça, les gens disaient, waouh, aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est. Mais voilà, j'ai beaucoup grenouillé dans l'écosystème startup. Et j'ai fait du coup du bénévolat pendant 3-4 ans à aider des gens à découvrir l'entrepreneuriat, etc. Et ça m'a permis de développer finalement. En fait, les boîtes que je montais à l'époque, c'était pas très intéressantes, ou du moins, c'était pas au bon endroit, au bon moment, tu vois. Mais je pouvais développer du capital sympathie. Et quand j'ai monté We Love Devs moi-même, là, il y avait énormément de gens qui voulaient que j'ai du succès, qui voulaient que ma boîte, elle marche. Ils avaient même pas compris. Enfin, j'avais pas de proposition de valeur, tu vois. Mais tout le monde repartageait le truc en disant, putain, trop bien, Damien Cavès, il lance sa boîte, etc. Et en fait, ça, je l'ai fait en aidant tous les jours des gens, en aidant des centaines de personnes à trouver leur voie entrepreneuriale, à réfléchir à leur projet, en prenant des cafés de 10 ou 15 minutes. Ce que les Américains appellent le pay it forward ou le give first. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que toi, tu y crois au give first? Est-ce que tu l'as fait en pensant justement à ça, en pensant que, en te disant, oui, un jour, je ferai moi-même un projet, et ces gens-là, je pourrais compter sur eux pour qu'ils m'aident à leur tour, ou bien tu l'as fait de bon cœur? Parce que
personnellement, je m'avance, mais quand j'entends le retour de Fantine, j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel chez toi, c'est quelque chose de inné. Ouais, alors, il faut prendre une distance quand même. Quand il t'arrive de la merde dans la vie, c'est pas toujours de ta faute. Tu vois. Ouais. Ouais. Parce que croire au karma ou à ça peut donner l'impression que du coup, quand il t'arrive de la merde, c'est de ta faute aussi. Ouais. Non, des fois, il t'arrive de la merde, t'as rien prévu. Ouais. Juste, la vie, elle est injuste, quoi, c'est pas grave. Mais c'est sûr, enfin, moi, j'ai pas de patrimoine. J'ai de la chance parce que mes parents m'ont payé mes études. J'ai pas eu à travailler pendant les études. Et j'ai pu faire des études de qualité, etc. Mais je savais à l'époque que j'avais pas de capital pour monter ma boîte. J'avais les 1500 euros qu'il y avait sur mon livret jeune, quoi. Et je savais que j'allais devoir développer mon réseau. Et le pay it forward, pour moi, effectivement, a posteriori, je me rends compte que c'était une forme de capital qui était nécessaire pour entreprendre, quoi. Ouais. J'ai investi dans mon réseau proche. À l'époque, ouais, t'avais un Américain qui avait dû dire un truc pour devenir millionnaire, essayer d'aider 1 million de personnes. Et je me suis dit, bah écoute, en vrai, j'ai pas 1 million d'euros, mais je peux aider 1 million de personnes. Ça, je peux avoir 1 million d'amour. C'est ça. Ouais. Et tu disais que t'étais pas natif de Lille, ni originaire de Lille. Pourquoi t'es resté à Lille après tes études? Parce que j'y ai développé mon réseau. En vrai, j'aime bien, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Lille, je suis arrivé sur la Cato pour étudier, j'allais au match, la caissière qui dit s'il vous plaît en rendant la monnaie, c'est un peu bizarre, tu vois. Pourquoi à la base t'es d'où? Bah, moi, je suis famille militaire, donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis né dans l'est de la France, on a été en Allemagne, j'ai beaucoup grandi dans le sud, dans le Var et ensuite à Aix-en-Provence. Et donc, le savoir-être, l'amabilité, l'affabilité, et puis, ouais, là, il y a un truc, enfin, moi, j'habite à Oisem depuis 7 ans, et là, j'ai déménagé au Bourdin. Enfin, la mixité sociale lilloise, elle est quand même, elle existe vraiment, genre, en fait, les gens, ils naviguent vraiment de classe entre les classes, puis en fait, c'est ok de parler avec ton voisin qui est cassos, il est sympa aussi, puis en fait, tu peux créer des liens avec ça, alors que j'arrivais pas à faire ça j'ai pas réussi à faire ça dans les autres environnements. Où finalement je me retrouvais que avec des gens comme moi, etc. Où tu parlais pas aux étrangers, où les gens qui te connaissaient pas, généralement t'as pas des bonnes interactions avec eux, tu vois. Oui. Ouais. Et ça, vraiment, à Lille, il y a ça sincèrement, et il y a une courtoisie, il y a une appétence, je sais pas ça. Les gens sont avenants. Oui, c'est vrai que les gens ils sont ouverts, et moi c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi parce qu'il y a 1 an et demi, j'ai tenté une petite aventure à Paris. Et la claque que tu te prends, parce que moi j'ai pas grandi à Lille, je suis venu ici, j'étais adolescent, et j'ai jamais quitté Lille pour un autre pays depuis, pour un autre endroit depuis, et la première fois que j'ai quitté c'était pour aller à Paris, et tu te dis waouh, il y a un monde en fait, les gens ils sont pas tous gentils comme nous. Et tu vois, du coup, moi, je suis quand même arrivé à Paris. Enfin, je suis allé pendant un an à Paris. J'avais déjà du réseau via mes engagements associatifs, etc. J'ai pu rencontrer des gens assez vite, etc. Mais quand même, quand je suis à Paris, il y a quand même beaucoup de gens qui sont complètement inaccessibles. Pour plein de bonnes raisons. On vit juste pas dans le même monde, tu vois. Et si je demande un rendez-vous ou prendre un café, je serais pas reçu, quoi. C'est des petits clubs, Paris, en fait. Il y a le monde entier qui est à Paris, mais il est divisé en plusieurs petits pays avec des frontières ultra fermées que tu peux pas casser, que tu peux pas ouvrir. Et c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Nous, on a eu la chance d'être à Station F, donc on avait accès à un réseau dont on avait besoin. Mais tu te dis, aujourd'hui, maintenant que je suis plus dans l'écosystème Station F, si j'ai envie de retrouver ces gens-là, c'est hyper difficile. Hein. Alors que j'étais déjà potentiellement en contact avec eux. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Et encore, moi, du coup, j'étais à l'époque dans le quartier du Sentier, tu sais. C'est avant que The Family soit cool, c'était le Sentier qui était cool. Oui. Et t'avais l'impression que dans tous les Haussmanniens, il y avait des startups à l'époque là. Enfin, en vrai, moi, je suis content d'avoir bossé en startup à cette époque-là. C'était vraiment un âge d'or des startups. C'était 2015-2016 ou un peu. Ouais, de 2013 à 2013 à 2016. Ok. Il y avait vraiment un âge d'or des startups. Il y avait beaucoup d'argent accessible, les VC, les BA. À l'époque, t'avais encore Xavier Niel et Kim Ventures qui faisaient des chèques toutes les 2 semaines, enfin 2 fois par semaine. Ils avaient peur de rater la bulle. Ouais. Et il y avait cette émulsion où tout le monde, enfin, t'allais à Saint-Denis dans un resto, il y avait que des start-upers autour. Tu vois, et la ville géante, t'avais l'impression que c'était un playground de start-up, ce que je ressens plus aujourd'hui du tout. Hein, clairement. Aujourd'hui, il faut aller à un truc de BPI ou un événement ou à Vivatech pour encore retrouver ça, mais
t'as plus ce côté village des startups qu'il pouvait y avoir dans le quartier là à l'époque. J'aurais aimé connaître ça. C'est vrai que moi, je connais que l'époque d'aujourd'hui. Je l'ai connue de loin, cette époque-là. J'étais sur Internet derrière mon ordi dans ma chambre à suivre, mais j'ai jamais vécu ça. Ouais. C'est cool. Et une chose que tu fais beaucoup avec We Love Dev, c'est la vulgarisation de l'IT. Ouais. Pourquoi la vulgarisation ? Alors pourquoi on fait la vulgarisation ? C'est une super bonne question. En fait, au début, du coup, moi, quand j'ai commencé We Love Dev, je disais aux gens, si t'aimes pas ton job, tu peux le lâcher. Tu peux le lâcher lundi, t'en retrouveras un autre d'ici vendredi, tu vois. Ouais. En fait, c'est pas du tout vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les gens privilégiés comme moi. Ouais. Mais c'était pas du tout vrai pour tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que que finalement, la moitié des gens qui prenaient un job dans l'IT, c'était les gens qui venaient pas de l'IT à la base. Parce que l'IT recrutait tellement qu'en fait, l'IT était à l'époque encore obligé de manger des gens qui étaient reconvertis depuis les autres secteurs, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et en fait, ces personnes-là elles arrivaient avec des super compétences en PHP, en Symfony, des hard skills, mais une culture en informatique qui était un peu plus faible. Et des fois, en fait, ils n'avaient pas les codes, tu vois. Et donc, en fait, je trouvais ça utile de raconter des histoires comme les histoires de Alan Turing, de Ada Lovelace, etc. Parce que c'est des histoires qu'on connaît. Et ça te permet d'avoir les rêves quand tu bosses avec des devs qui, eux, sont dans le milieu depuis 10 ans, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait de la vulga, c'est parce que tous les gens qui bossent dans la tech, ils ont pas les rêves, quoi. Ils en ont besoin. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un retour de ces gens-là, justement, des gens qui vous écoutent, qui regardent vos contenus, dont moi par exemple, je regarde vos contenus sur YouTube, les mini-reportages à chaque fois que vous faites. Est-ce que les gens reviennent vers vous et vous disent oui, merci pour tel sujet, ça m'a pas mal aidé pour tel entretien ou tel moment dans ma carrière ? Ah, ils ont peut-être pas le ROI aussi fort, oui. Mais non, alors, en fait, en général, je suis content, j'ai appris un truc, tu vois. Nous, on dit souvent, on n'influence pas, on entertain, tu vois. Et il y a cette idée-là qui est un peu ça, c'est que, en fait, l'audience de We Love Dev, à un moment, elle était devenue assez grande pour que ce soit plus... qu'on puisse parler à des gens top of the funnel, comme on dit dans le marketing, c'est-à-dire de leur dire, bon, là, on va te parler d'un truc, genre... T'es pas obligé de venir voir We Love Dev pour créer un compte et changer de job, etc. Oui. Mais tu vas apprendre quelque chose d'utile pour ta vie pro, quoi. Oui. Et donc, ouais, maintenant, on a des gens qui vont nous dire j'ai bien aimé cette vidéo-là, j'ai appris un truc. Récemment, c'est Kevin Mitnick. L'histoire de Kevin Mitnick, elle est rigolote parce que c'est un hacker. Il a été hacker à une époque où c'était pas grave de pirater des trucs en informatique. Et en fait, il s'est fait gauler plein de fois par la police. Et à chaque fois, il se prenait une tape sur les doigts parce que, en fait, à l'époque, pirater une société, pirater en se pénétrant physiquement dans les locaux, une société télécom et de voler tous les numéros de carte bleue des clients, c'était pas grave. C'est pas grave, oui. Tu vois. Donc, et ça, les gens ont bien aimé l'histoire-là. Cette histoire-là, elle revient régulièrement et il y a encore des feedbacks. Après, le reportage, par exemple, on a fait un reportage sur le no-code et sur comment ça change les métiers dans la tech. Celui-là, je suis toujours épaté. C'est toujours la chaîne, la vidéo la plus vue sur YouTube, mais chaque mois. Et depuis cette vidéo-là, elle m'avait marqué parce que la hook, elle était la hook, donc c'est le début de la vidéo pour capter l'attention. Elle était forte. Je pense que tu disais. Est-ce que les no-codeurs vont remplacer les développeurs ? Et tu argumentais, alors qu'on sait très bien que toi-même, t'en es pas convaincu de ce que tu dis. Je fais du no-code H24. On en fait. Moi, j'ai juste un problème avec Notion en vrai, mais sinon, je no-code H24. Et tout ce que j'ai pu faire en no-code plutôt que de le coder, je l'ai no-codé plutôt que de le coder, mais depuis super longtemps. Parce que tout ce que je fais en no-code, j'ai pas besoin de le maintenir après. Si j'aurais fait la même chose en JavaScript sur un serveur, je serais obligé de surveiller ce serveur, de mettre de l'app monitoring, etc. Alors que si je peux faire un zap à la place, même si je vais mettre du JavaScript dans le zap, c'est OK, quoi. Alors, par contre, du coup, je suis pas un no-codeur hype-driven, donc j'ai encore des vieux trucs comme Zapier, maintenant, si tu fais pas il y a Make maintenant, oui. Ça. Mais sinon, en fait, on a essayé de faire un maximum d'automatisation pour brancher des SaaS entre eux et avoir des SaaS qui soient très ouverts en API pour qu'ils soient agnostiques, pour pouvoir les débrancher, les rebrancher, quoi. Je comptais pas parler de ce sujet maintenant, mais on rentre un peu dans la technique. Pour moi, le no-code, en soi, c'est une forme de coding. Parce que je peux mettre mon petit cousin qui n'a rien à voir avec la programmation, par exemple, devant un outil no-code. Je suis certain à 90% qu'il ne va pas savoir bien automatiser les choses. Et ça demande une certaine logique, surtout. Une logique qu'un développeur a normalement. Ouais, et puis en fait, moi, ce que j'explique dans le reportage, et je le pense sincèrement, c'est que
le no-code, ça devient un moment où les techs et les non-techs, ils reparlent et ils font un truc ensemble. Donc, il faut garder les deux trucs inclus. Il y a plein de choses où, quand t'es tech, t'as pas envie qu'on t'ouvre un ticket, tu corriges tout seul, etc. Là, le no-code, c'est plus vieux, on le fait ensemble. Je t'explique 2-3 trucs, et il y a peut-être un call d'API, je vais le faire pour toi. Et puis après, tu vas faire la logique ou tu vas faire la maintenance toi-même. Mais effectivement, il y a plein de principes de séparation. La séparation des concerns en anglais, la séparation des problèmes en français, tu vois, d'isolation, etc. Plein de principes d'architecture logicielle. Si tu les réappliques dans le code, ta vie, elle est plus simple, quoi. Et donc, nous, on l'apprend, vu que la boîte, elle est montée par des devs, on le réapprend aux gens qui arrivent et qui même ont peut-être déjà fait du no-code ailleurs, tu vois. Et il y a plein de bonnes pratiques et d'éléments de conception, de décision que tu prends quand t'es tech, quand tu fais du no-code, parce que à la fin, c'est des systèmes informatiques, quoi. C'est clair, oui. Et c'est une forme de vulgarisation, encore une fois, on revient à la vulgarisation. Oui. Mais de manière générale, c'est une évolution du métier de développeur sur les 10 dernières années, c'est que en fait les devs, ils sont plus isolés au fond de la cave. Les devs, ils sont dans les métiers, ils sont obligés de parler avec des gens tout le temps. Et le no-code, c'est une interface entre les devs et une partie du métier, mais il y en a plein d'autres. L'IA, ça en devient une aujourd'hui. Et il y a plein de moments où on s'interface. Le DevOps, ça a été une interface aussi entre les devs et les ops, entre les gens qui produisent, qui conçoivent les logiciels, les gens qui les font tourner, tu vois. Et ouais, il y a cette idée que l'informatique aujourd'hui s'hybride de plus en plus, s'hybridise de plus en plus, et les gens qui font l'informatique sont amenés à travailler avec des tas de métiers, et c'est fascinant. C'est là où ça converge, en fait. C'est là où on retrouve cette notion du digital, dont on parle, la grosse casquette du digital, où aujourd'hui, avec des outils comme Figma, maintenant tu retrouves l'outil de développeur. Sur Figma, c'est une release qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Et ça, pour le coup, tu vois, la frontière designer-développeur, elle est de plus en plus limite, de plus en plus petite. Et c'est vrai que c'est une bonne démarche de faire communiquer tout le monde. On est rentré très vite très tôt dans la tech. Je voulais encore qu'on parle un peu de toi. Je sais pas si on parlait de vulgarisation, de toutes ces valeurs-là que tu portes, l'affinisation de l'IT. Est-ce que c'est une mission de vie pour toi, ou bien c'est une entreprise comme n'importe qui pourrait avoir un job? En vrai, c'était quand j'ai monté Wheel of Death, pas du tout quelque chose qui était inclus pour moi, tu vois, qui était compris pour moi. J'étais pas du tout woke, j'étais pas du tout déconstruit, comme on dirait aujourd'hui. Mais c'est les rencontres que j'ai fait grâce à Wheel of Death qui m'ont orienté dans ces convictions-là, qui m'ont grandi dans des convictions. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde a un parcours différent, etc. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai appris à comprendre que effectivement, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, et c'est évident en fait quand t'es en entretien. Pourquoi je trouve pas de travail? Et parce que c'est plus dur pour toi que pour d'autres, voilà. Et voilà, et tu peux rien faire. Donc oui, et c'est l'audience qui m'a sensibilisé à ça, et c'est devenu un sujet important pour moi ensuite. Et après, j'ai aussi changé de mode de vie ensuite. C'est arrivé un petit peu plus tard et c'est arrivé progressivement. Il y a aussi, je pense ça va aussi avec la crise climatique, tu vois. La conscience écologique. La conscience écologique, moi, elle m'a poussé à aller dans des milieux plus militants, et je trouve que c'est très, tu vois, changer mes habitudes de vie pour avoir moins d'impact. Finalement, c'est plus facile, enfin, c'est plus dur, que de changer d'habitude de vie pour être plus inclusif ou du moins oppressif envers les gens moins privilégiés, quoi. C'est cool. Aujourd'hui, t'es venu à vélo pour enregistrer ce podcast. On en parlait tout à l'heure. Ce mode de vie-là, comment tu l'inclus en fait dans ta vie? Comment tu changes tes habitudes? Tu passes de quelqu'un qui va utiliser sa voiture tous les jours à quelqu'un qui va faire, par exemple, aujourd'hui, tu as fait 10 km pour nous rejoindre à vélo, et ça, j'imagine que c'est pas ton seul déplacement du jour. Tu as d'autres déplacements et tu vas les faire aussi à vélo. Comment on inclut ça dans ses habitudes? Alors en fait, déjà, je l'ai pas fait tout d'un coup. Tu vois, au début, je prenais le vélo une fois par semaine. Aujourd'hui, je mange plus de viande. Mais en vrai, à la base, j'ai surtout commencé par arrêter de faire des... En crise de conscience écologique, c'est le zéro déchet qui m'a le plus pété le tronche. Vraiment, genre, essayer de faire 30 jours sans faire de déchets au début, et puis de changer de mode de vie, ou plus dans un truc où tu te dis, chaque déchet, je vais essayer de trouver une solution pour plus le reproduire, tu vois.
Et un par un, j'en enlève un par semaine dans ma vie, etc. Et c'est ouf l'impact que tu peux avoir en consommant autrement juste sur ta poubelle, quoi. Et après, tu te rends compte que plein de petites bonnes habitudes, en fait, ça améliore ta qualité de vie et ça réduit tes budgets aussi. Parce qu'en fait, quand tu fais tes courses au Auchan ou au Carrefour ou dans un hyper, c'est pas beaucoup moins cher et t'as perdu beaucoup de temps. Donc, en fait, t'apprends à consommer autrement, t'apprends à faire des efforts moi, ça fait 7 ou 8 ans que je change et j'ai pas tout changé en un jour. J'ai encore des trucs à changer. Je mange encore la viande une fois par mois de temps en temps parce que j'ose pas dire que je mange pas de viande aujourd'hui, tu vois. Et le vélo, je m'y suis mis il y a 6 ou 7 ans. À la base, c'était un proche. J'étais hébergé chez un tonton de ma copine, tu vois, qui me disait, moi, je t'héberge bien, mais tu vas au travail à vélo, quoi. Et il m'a filé un vélo, etc. Et c'était galère. Le chantage positif. Et ça a été galère, j'ai raccroché le vélo au bout d'un mois, mais un an après, je suis revenu le voir, et je lui ai dit, ouais, ton vélo, tu m'as dit, si je te mettais un chèque de caution, tu me le reprêtais. Et il m'a dit, ok, bah tiens, chèque de caution, qu'il a jamais encaissé d'ailleurs. Ce vélo-là, du coup, j'ai commencé à le prendre pour aller au vélo, et au bureau, il y a des jours, j'étais trop fatigué, bon, je prenais quand même la voiture, il y a des jours, je prenais le métro, etc. Puis en fait, tu changes petit à petit. Et t'as vu un impact positif sur ta vie, après avoir utilisé le vélo depuis combien de temps? 6-7 ans, tu m'as dit? Ouais, 6-7 ans. Est-ce que tu vois un impact, que ce soit sur ta manière de travailler et sur ta santé, tes bilans de santé? Est-ce que tu penses qu'ils se sont améliorés? Est-ce que tu as observé quelque chose? J'aime bien parler data. Non, le vélo, ça fait prendre du poids, en vrai. Ça marche pas pour perdre du poids. Ah non, le vélo, c'est un peu pourri. Genre, ça fait pas travailler les abdos, donc le bidon, je l'ai toujours. Le vélo... Non, ce qu'il y a de chouette, par contre, c'est que ça aide à bien se réveiller, quoi. Genre, moi, j'étais pas forcément la personne qui se réveillait le plus facilement. Là, quand t'arrives au bureau, t'es bien réveillé. T'es frais. Ça active le corps. Ce qui est chouette aussi, en vrai, c'est que tu gagnes du temps de ouf dans les transports. Après, ce que ça a beaucoup changé, c'est comment j'habite. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pris un logement et des bureaux de façon à ce que je puisse faire moins de 5 km de vélo pour y aller. Et tu vois, et en fait, genre les gens aujourd'hui, si tu leur dis d'arrêter de prendre leur voiture, de prendre le vélo à la place, ça marche pas, parce qu'en fait les gens en moyenne font 30 km de voiture par jour, et on peut pas les remplacer par 30 km de vélo. Même avec un vélo électrique, en vrai c'est dur, parce que tu vas passer quasiment 1h30 sur ton vélo. Mais du coup, j'habite à moins de 4 km de mon travail. Du coup, mais on peut avoir l'impression que j'ai la chance d'habiter dans le centre, etc. Mais non, en fait, t'as fait en sorte que... Et c'est parce que une fois par semaine, j'allais au bureau à vélo. Du coup, j'ai pris un appart qui était moins loin. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, vu que j'avais un appart qui était bien placé, j'avais plus besoin de la voiture. Du coup, je l'ai remisé. Tu vois, mais les choses, la transition. Moi, j'ai de la chance parce que cette transition, je l'ai prise il y a longtemps. Donc, j'ai pu la faire doucement, sans violence, sans contrainte. Si demain, il y a, je sais pas, des raffineries qui sont sabotées et qu'il y a des pénuries d'essence, là, ça va être beaucoup plus violent. Compliqué, oui. C'est clair. Tu disais dans ta présentation que tu étais cofondateur de We Love Devs, et tu en as parlé, tu as expliqué un petit peu ce que c'était, mais tu n'as pas expliqué comment cette idée te vient en tête. Comment du jour au lendemain on se retrouve à vouloir créer la plateforme, une plateforme pour offre d'emploi dans la tech comme ça? En vrai, en fait, si tu veux, à l'époque, quand on a monté la boîte avec mon associé, on était... Parce que tu l'as cofondé, du coup. Ouais, okay. J'ai cofondé la boîte avec un associé, un copain d'école d'ingé. On se connaissait depuis 10 ans quand on a monté la boîte. Les devs étaient pas heureux dans les boîtes, tu vois. Il y avait pas encore la starification des devs. Elle était que dans le monde startup. Elle était pas en dehors de ça, tu vois. Et les devs étaient pas heureux dans les boîtes, et puis on avait du mal à savoir ce qui se passait dans les autres boîtes. Tu vois, le standard du marché, c'était quand même que les ESN, elles planquaient leurs collabs pour pas se les faire débaucher, etc. Tous les sites carrières, c'était des images stock. Et puis en fait, on n'arrivait pas à s'imaginer c'était quoi le job d'un dev dans une autre boîte. Et donc on changeait de job quasiment que par réseau. C'est-à-dire, j'ai un pote qui est dans telle boîte, il dit que c'est sympa, je vais y aller, tu vois. Et on s'est dit qu'il fallait ouvrir ça, il fallait qu'il y ait un endroit où les gens puissent parler de leur job, de pourquoi ils sont dans ce job-là, pour inspirer les autres à changer de job. Et c'était vraiment ça la conviction de base, et je pense qu'elle y est encore aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, We Love Devs, c'est avant tout une communauté, avec des gens qui partagent. Alors, ils partagent des questions d'entretien technique, c'est le truc en ce moment.
Des questions d'entretien technique, c'est-à-dire les questions que eux ont entendues ou bien que eux posent? Les deux. Les deux, oui. Il y a 3500 questions d'entretien technique sur We Love Devs. Vous avez une feature pour les questions? Ouais. Ouais, puis ça devient des QCM en fait. Du coup, tu peux te faire un QCM les sur RH, React. ils doivent pas vous aimer, vous. Non, on leur vend les QCM du coup. Ah, c'est malin, oui. Ouais, bah en fait, plutôt que d'acheter Coding Game, tu peux acheter coderstest.com, c'est la solution de We Love Devs. Ok. Avec des questions qui sont rédigées que par la communauté, par des gens que tu peux trouver sur We Love Devs. Ils ont un profil, une photo et tout. Et ils partagent sur le blog soit des trucs techniques, soit leur parcours de carrière, etc. Et on a nos clients en fait qui vont jouer le jeu de ça. Alors si tu veux recruter sur We Love Devs en jouant le jeu à fond, en fait, il faut que tu t'en serves comme une vitrine pour tes collabs, les collabs de ta DSI, que tu leur prennes le temps de partager. Ok, est-ce qu'il y a un collab qui va écrire un article sur le blog de We Love Devs? Est-ce qu'il y a des collabs qui veulent faire des vidéos, tu vois? Et un client qui a fait ça super bien cette année, c'est BNP Paribas. Leur collab, ils ont écrit sur le blog, ils ont fait des vidéos, des interviews, et leur CTO, il a pris le temps de faire une interview face à face d'une heure avec moi. Et en fait, le tout bout à bout, alors bien sûr, il y a 200 annonces qui sont mises en ligne pour BNP Paribas en face, mais le tout bout à bout, c'est sincère, c'est authentique. Oui. Et si tu connais personne qui bosse chez BNP Paribas, tu regardes ce truc-là, il y a aucun doute, tu comprends c'est quoi la culture, et c'est pas du corpo marketing, tu vois tu vois l'authenticité, oui. Aujourd'hui, le nerf de la guerre pour les entreprises, c'est la marque employeur. Est-ce que toi, tu vois We Love Devs comme un moyen d'aider ces entreprises-là à développer leur marque employeur? Nous, on est un média. C'est-à-dire, si tu fais la marque employeur sur ton blog alors que tu es une petite boîte, personne ne va le voir, en fait. Donc, nous, on ajoute à ça, on ajoute au contenu du trafic, de la notoriété, quoi. Donc, via du paid ou de l'organique? Déjà, en organique, We Love Devs, c'est 110 000 connexions par mois, tu vois. Ok, oui. Donc, déjà, en organique, c'est bon. Mais en vrai, on met beaucoup de paid aussi. Ok. Je te mens pas, on touche 1 million de personnes. Sur une grosse semaine, on peut toucher 1 million d'impressions sur tout canal. Il y en a une grosse partie qui est en paid aussi. Mais sur un mois, c'est 110 000 visiteurs uniques sur le site. qu'on voit, tu vois, sur le site. Donc, ça va ensemble, les deux. Donc, tu achètes de la notoriété et en fait, c'est une prise de parole qui est pas lisse, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais du contenu avec un prestat sur ton site web, tu t'as maîtrisé chaque mot, c'est lisse, etc. Quand tu fais du contenu avec nous, on fait en sorte que ce soit pas lisse, que tu sois challengé, etc. pour que la chose elle soit sincère, etc. Et on encourage vraiment d'ailleurs les services comme des boîtes avec lesquelles on bosse à utiliser notre support pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dit sur leur site, tu vois. Et donner cet espace d'expression à leur collab de cette façon-là. Et donc oui, pendant un moment, on disait que We Love Devs c'était une plateforme de marque employeur. En vrai, c'est un média de marque employeur. C'est un média de marque employeur. Moi, j'ai vécu l'expérience We Love Devs, mais en tant qu'annonceur, avec ma précédente boîte. Et ce que j'avais apprécié, c'est qu'il y a des initiatives que vous prenez, du type, vous rewardez en fait les annonceurs, les entreprises qui mettent des annonces chez vous, du type employeur du mois, je pense, ou c'était des choses comme ça. Nous, on avait gagné en tout cas un prix chez vous. Il y avait un article qui a accompagné ça, une mise en avant sur LinkedIn. Ça m'avait vraiment interpellé. Je me suis dit, oui... l'expérience client chez We Love Devs, c'est vraiment cool pour le coup. Parce qu'il y a d'autres concurrents qu'on va pas citer. Tu payes, tu passes, c'est tout. Tu embauches, ça fait le taf, c'est le job, c'est pour ça que tu as payé. Mais derrière, il n'y a pas ce plus-là que nous, on a trouvé chez vous. À cette époque-là, il y avait un truc rigolo quand même où sur We Love Devs, en vrai, et aujourd'hui, c'est encore vrai, je pense, mais sur We Love Devs, à l'époque... Quand tu approches des candidats, si tu es une boîte de 3 personnes qui vient de se lancer, et même si tu es à côté de Capgemini, de BNP Paribas, en fait, tu as toutes tes chances quand tu parles au candidat, et tu as autant de place, etc., et tu pas noyé dans la masse, alors qu'il y a beaucoup de sites d'annonces où, en fait, quand tu mets une annonce, tu es noyé sur les 500 annonces d'un grand compte. Oui. Et donc, sur We Love Devs, on voulait que chacun ait sa place et que tout le monde ait ces chances-là. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais à l'époque-là, si on t'a mis en avant, c'est que vraiment, tu as été quelqu'un d'actif. C'est genre vraiment, t'as dû parler t'as dû avoir une utilisation intensive du vivier. Oui. Ouais, je sais pas si tu te rends compte, mais genre toi, quand t'arrives, t'as un job, t'as pris 1 mois sur We Love Devs, et t'as 1 ou 2 postes à recruter. En fait, tu vas solliciter vachement la CVTech. Oui. Alors que les recruteurs qui ont 150 postes à staffer, ils ont le temps.
En fait, ils ont le temps et ils sollicitent beaucoup moins la CV Tech. Et donc, du coup, nous, si on t'a mis en avant, c'est que statistiquement, t'étais dans les 10 plus efficaces, tu vois. Ok, je comprends mieux du coup. Je me suis dit, parce que ça m'avait étonné. Je vois, je reçois une notif sur LinkedIn, on est cité. Ouais. Je me dis, c'est étonnant, on n'en a même pas parlé. C'est alors cool. on demandait pas forcément la permission. Mais non, en fait, c'était important pour nous aussi. Enfin, c'est important pour nous aussi que les développeurs ou les candidats ou les gens qui sont pas tech d'ailleurs, qui s'inscrivent sur Will of Dev, qui sont en vivier. C'est important pour nous qu'ils aient des interactions et qu'ils parlent avec des recruteurs. Donc, on encourage les recruteurs qui sollicitent le vivier, qui vont utiliser correctement le vivier, quoi. Super. Et je sais pas si tu te souviens, bien sûr que tu t'en souviens normalement, le passage de 0 au premier client. Tu l'as fait comment? C'était quoi la stratégie d'acquisition de ce premier client? Est-ce que c'était fait exprès? C'était votre réseau peut-être? C'était comment? En fait, déjà, le vrai truc, c'est qu'au début, on a été très lead. C'est-à-dire, on a fait du lead startup, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé le problème, on allait voir les gens avec le problème, on n'avait pas de solution. Et j'ai fait 1330 interviews à l'époque. En vrai, tous les gens qui laissaient leur email sur notre landing page, je les rappelais, je faisais une interview avec. Et quand tu dis les gens, c'est les employeurs ou bien les devs? Ça ressemblait à rien. Le site web à l'époque s'appelait je cherche un dev.fr et il y a écrit je cherche un dev, je laisse mon mail, on me recontacte. Il y avait des devs en CDI, des devs en freelance qui laissaient leur mail. Et j'ai fait des interviews vraiment naïvement en mode c'est quoi le problème, comment je peux t'aider. Et des fois j'essayais de vendre le produit de mes concurrents parce que j'avais rien à leur vendre. Des fois je disais attends, peut-être que je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui va t'aider. Voilà. Tu fais du bénévolat? Ouais. Alors j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Je pense que en 6 mois j'ai dépensé 2000 € en publicité, j'ai gagné 2000 €, tu vois. J'étais en mode cool. L'équilibre. En vrai, un des trucs rigolos, c'est que le site web, je l'ai mis en ligne le 25 décembre. Le 28 décembre, j'avais déjà gagné de l'argent. Et je me suis dit, c'est la première fois que je monte une boîte où je gagne de l'argent aussi vite, quand même. Même si j'avais gagné que 50 balles, j'avais vendu un lead à un T'as validé ton marché, t'as validé le besoin. J'ai validé l'attraction. On a travaillé que l'attraction au début. On a travaillé l'attraction avant d'avoir un produit. Et une fois qu'on a eu énormément de traction, on a essayé de positionner un produit. Et tu l'as créé avec ces gens-là, le produit, ou bien tu construisais ton produit et puis après tu revenais vers eux en mode voilà, notre V1 de We Love Dev, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien de cherche un dev? Alors moi à l'époque j'étais convaincu d'un truc qui s'appelle le prototyping, qui consiste à essayer d'apporter la valeur à ton client sans avoir le produit. Oui. Quitte à le faire à la main. Donc la première version de la CV Tech de Will of Dev, c'est un fichier Excel, quoi. En fait, les devs, je faisais des entretiens avec les devs pour savoir c'était quoi leur projet de carrière, et je remplissais un typeform au fur et à mesure de l'entretien. Et l'export Excel de ce typeform, c'était un vivier. Et en fait, les recruteurs ils me sollicitaient par mail en disant vas-y. Et alors des trucs de ouf, hein, des CTO, des top startups parisiennes qui me sollicitaient cherche un dev PHP. Il y a quoi en ce moment sur ta boîte? Sur ta boîte, oui. Et sur ton Excel. Sur mon Excel. Non, bah eux, ils se rendaient pas compte, c'est un Excel. Et je leur envoyais genre le Excel, anonymisé, filtré avec que les lignes qui les intéressaient. Oui. Et ils me disaient, bah, le ligne 2 ou le ligne 3, je veux bien te mise en relation. Je leur disais, ok, t'es prêt à payer combien, tu vois. Et je testais ça, en fait. Et cette façon de prototyper nous a permis d'avoir... Alors déjà, ça a généré un truc, c'est que on avait essayé de leur dire qu'il y avait une notion de batch. Genre, j'avais de nouveaux candidats toutes les semaines et qu'il fallait qu'ils les demandent. Après, j'ai fait newsletter, du coup, avant d'avoir un site web. Et toi, tu faisais comment pour avoir ces batchs? Tu avais un programme, tu refaisais des campagnes de communication pour que de nouvelles personnes postulent, ou c'est juste des gens que tu avais et que tu filtrais? C'était de l'attraction, en fait. C'était ma traction. Dans mon process de découverte, je parlais à des développeurs, des candidats régulièrement qui me disaient, bah, moi, en fait, je cherche quelque chose dans ma vie pro, je sais pas quoi, viens, on en discute, tu vois. Ouais. Et c'était ça, le premier vivier. Et on s'est retrouvés... En fait, cette newsletter-là, en fait, tous les lundis, je mettais 6 personnes que j'avais rencontrées qui cherchaient du boulot, quoi. Et cette newsletter-là, on l'alimentait, elle était bien ouverte, elle s'est développée toute seule. La proposition de valeur était claire, c'était tous les lundis, tu as 6 candidats dans ta boîte mail. Et on a commencé à développer. Alors, au bout d'un moment, c'était devenu insupportable. Je passais 40 heures par semaine à faire le Excel, tu vois. Et là, on a commencé avec mon associé à coder une appli en React avec une CV Tech, etc. Ouais. Et on a phasé parce que il y avait 60 devs dedans, qui était littéralement le Excel importé dedans, tu vois. Les devs ne pouvaient pas s'inscrire sur le site à l'époque. Il devait passer par toi pour qu'il puisse être... Alors, le typeform, au bout d'un moment, il pouvait le remplir tout seul. Ok. Mais il remplissait le typeform. Moi, il fallait que je fasse l'export en Excel, que je le transforme en JSON, je le remets dans la base de données, etc. Mais quand on a commencé à avoir nos premiers recruteurs, qui étaient les gens de l'attraction, quoi, qui commencent à taper des recherches dans le moteur, tu vois, et on essaie là, ils font des milliers de pages vues par jour.
alors qu'il y a 60 profils et il n'y a pas de nouveaux C'est la profils. C'est Hunger les mêmes, Games. c'est les mêmes. Il y avait des recruteurs, ils revenaient tous les jours pour rechercher les trucs dans la base. C'était les mêmes profils que la veille. Il n'y avait rien de nouveau parce que les devs ne pouvaient pas créer de compte, etc. Et comment tu scales ça? Comment tu dis là, c'est bon, notre idée, elle est validée, notre MVP est validé, on sait qu'il y a un besoin, on sait que de l'autre côté, il y a des offres. Ouais. À quel moment on passe à l'étape suivante et comment surtout? Est-ce que tu vas recruter tes premiers développeurs pour développer ça ou bien vous le faites en interne? Comment tu itères en fait? Alors nous, on avait de la chance parce que comme on était dev, on se disait si on recrute un dev, on fera du commerce. Si on recrute un commercial, on fera du dev, quoi. On était assez flex et on a recruté un dev. Un apprenti qui était venu faire un stage chez nous. On a fait vas-y, il faut qu'il fasse un apprentissage, quoi. Mais sinon, au début, je tenais religieusement un tableau de KPI de traction avec le nombre de créations, d'emails de recruteurs. Au début, c'était des opt-in, ensuite, c'était devenu des créations de comptes, tu vois, de recruteurs, de développeurs et les conversations, les interactions qu'on avait entre eux. Et j'avais mon tableau de KPI, celui-là, je l'ai gardé pendant 2 ans avec des KPI weekly ou monthly. Et en fait, au début, faut garder à l'esprit, tu fais les choses qui scalent pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si t'as 10 devs si t'as 10 emails qui rentrent sur ton site web par semaine, bah, en fait, aller faire un salon et récupérer des emails à la main, ça marche encore. Ça marche, oui. Quand t'es à 50 par jour, bon, ben là, du coup, ça vaut plus le coup de te déplacer pour faire des choses là. Oui. Mais au début, vraiment, comment on fait pour. On est à 10 par semaine, comment on passe à 11, comment on passe à 12, comment on passe à 15, etc. Après, il y a eu différents moments où il y a eu des moments où ça a changé de dimension. Et le premier, par exemple, c'est on a changé de business model. Parce qu'au début, du coup, vu qu'on avait fait le truc avec le Excel, au début, on s'est mis à vendre des jetons. Ok. Donc les clients achetaient des jetons. Et à chaque fois qu'il y a un dev qui leur répondait sur We Love Dev, ça leur consommait un jeton. Ok, un token. Et ensuite, ça, on l'a passé sur un système d'abonnement avec des emplacements que tu as connu. Oui. Le jour où on a fait ça, on avait mis 1 an à vendre 12 000 euros de jetons. Et on est passé à 4 000 euros de MRR le mois d'après. Comment t'expliques ça? Parce qu'il y avait de l'attraction. Il y avait 1200 personnes qui lisaient la newsletter tous les lundis. Oui. On leur a dit, maintenant, il y a un abonnement, tu parles au dev directement, et il y en a plus que ce qu'il y a dans la newsletter, tu vois. Et toi, de souvenir, tu parlais avec les développeurs. Comment maintenant tu passes à l'autre casquette de je vais parler au B2B, je vais parler aux entreprises? Ou bien, comme les B2B eux-mêmes, c'est des CTO, tu leur parlais aussi indirectement en parlant aux développeurs? Ah, c'est intéressant. Ouais, alors au début, je parlais beaucoup aux clients. En vrai, quand même, je parlais quand même 90% d'un client et avec cette démarche interview client du lead startup qui ressemble un peu à l'UX aujourd'hui, tu vois. Et il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, là, il faut que j'arrive à sortir du truc et je suis allé voir des experts du marché du recrutement. Et en fait, il y avait plusieurs recruteurs qui m'avait dit il faut que tu parles à Laurent de Linkhumans, une boîte qui n'existe plus. Et j'ai essayé de contacter cette boîte en disant vas-y, il faut que je parle à Laurent. Je suis tombé sur le mauvais Laurent, mais avec qui je me suis méga entendu. Mais du coup, eux, ils m'ont rentré dans leur communauté de clients qui sont méga cool. Ils m'ont fait rencontrer des tas de recruteurs. Et à ce moment-là, sur la partie recruteur, j'ai rencontré vraiment des références, des experts du marché, etc., qui étaient contents de voir des gens qui voulaient réfléchir au marché à l'envers, tu vois. Oui. De voir un dev qui s'intéresse au recrutement, qui s'intéresse à leur métier, ils se sentaient valorisés. Alors que normalement, c'est pas du tout ça, surtout à l'époque. Ouais. Et vraiment, l'empathie, ça permet de tout ouvrir sur ce sujet-là. L'empathie, t'es vraiment dans une démarche en mode moi, je veux comprendre le problème. On parlera de la solution plus tard. Oui. J'ai pas de solution. Viens, je t'écoute. Oui. Puis je m'intéresse à toi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des bizdev qui s'occupent de cette partie pour toi? Ou bien c'est toujours toi le représentant de cette partie prospection client? Il y a eu plusieurs phases dans l'histoire. Au début, j'ai eu des bizdev en alternance. Ensuite, j'ai eu un commercial et une commerciale en alternance. Aujourd'hui, chez We Love Dev, il y a une équipe commerciale avec une personne qui s'occupe que du renouvellement. Ok. Ouais. Moi, j'essaie de pas closer de deals, mais il y a quand même des deals que je close moi-même parce que j'ai envie. Pourquoi tu essaies de pas les closer? Parce que comme je fais 20 000 trucs à la fois, je suis très mauvais en suivi de prospect, quoi. Ok, ouais. Je suis trop dispersé pour faire bien le suivi de prospect. Par contre, effectivement, moi, je suis bien pour générer des contacts. Oui. Je sais activer mon réseau pour rencontrer une boîte, toucher tel DRH, toucher tel DRH, quoi. Donc, moi, je suis plutôt dans le fait de générer des conversations
Et après, les équipes que j'ai formées et que j'ai recrutées sont des experts dans le fait de comprendre le besoin du client, de lui démontrer, de lui proposer des produits, etc., de driver les process d'achat, gérer la livraison, gérer le renouvellement. J'ai vu que tu avais une personne qui s'occupait uniquement des grands comptes. Ouais. Pourquoi cette personne existe? Est-ce qu'ils sont différents des autres? Comment on les démarche? Est-ce que il faut leur parler autrement? Pourquoi une personne spécialement pour eux? En fait, elle s'occupe pas uniquement des grands comptes. Ok. Elle est account manager. C'est Amandine, elle est account manager. Et en fait, nous à la base, on l'a appelé ça commercial review. Ok. On appelait ça account manager parce que chez nos concurrents, ça s'appelait comme ça. Ok. Et non, en vrai, on a regardé nos concurrents, comment vous organisez, comment vous mettez les titres de poste, parce que au bout d'un moment, on s'est dit, si on utilise les mêmes titres de poste que nos concurrents, on va pouvoir recruter leur collab. Oui. Nos clients, ils vont comprendre plus vite ce que font les gens dans la boîte. C'est clair, oui. Donc j'ai juste regardé Clever Connect, des account managers, ils en ont 125, des CSM, ils en ont aussi une certaine flopée, etc. C'est pareil chez tous les concurrents du marché. Je me dis, on va faire pareil. Hein. Et donc c'est juste un titre, derrière c'est... Mais non, une personne sinon, c'est une personne commerciale renew. Oui. Ça peut donner l'impression qu'elle s'occupe que des grands comptes. Il y a une réalité, c'est que les petits comptes, ils achètent en ligne avec la CB ou avec leur IBAN, etc. Et ils rentrent dans des process de suivi qui sont plus à la demande. Tu demandes du support sur le chat. Oui. Alors que les grands comptes, ils demandent des bons de commande et du coup, il faut qu'on les renouvelle manuellement chaque année. Quoi. Oui. Ok. Tu parlais de la communauté We Love Devs tout à l'heure. Donc vous avez cette partie communauté, médias, etc. Et vous l'avez compris très tôt parce que j'ai remonté votre chaîne YouTube et ça date de 2015, je pense, la création de contenu chez vous, ou 2017. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. J'essaie de me demander quelle était la première vidéo sur la chaîne YouTube. Je sais. C'était une interview, je pense, de souvenirs. Je l'ai vu il y a 4 jours. Ouais. C'était une interview, oui. C'était un facecam d'un IT, de quelqu'un de l'IT. Ah oui. D'un tech. Et du coup, vous l'avez compris très tôt. Comment ça se fait? Est-ce que toi, t'es naturellement intéressé par ces sujets-là, ou bien tu avais une vision et tu y croyais au contenu avant tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on jure que par ça, par le contenu, par la représentation, etc. Et comment toi, tu as vu cette vague arriver? Alors moi, à l'époque, j'étais plutôt bon en copywriting. Je rédigeais bien, c'est pour ça que ma newsletter elle marchait bien, et je perçais sur Medium comme un fou. À l'époque où Medium c'était encore cool. Ouais. Et tu peux regarder il y a un site du Medium français, Mediumino. Tu peux regarder en 2017 dans le top 10, j'ai 3 articles de l'année quoi. Et toujours sous le nom du The Dame FR, c'est ça? Ouais, The Dame FR. Okay. Ouais. Avec que des articles sur le dev, hein, bien sûr. Et Medium, ça s'est bien cassé la gueule. Hein. Et j'ai recruté Nicolas, un collab à la communication aux médias. Et lui, il était très vidéo. J'étais en mode, ouais, mais il n'y a pas de SEO sur la vidéo, ouais. etc. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé à formaliser la plateforme de marque. Formaliser le fait que, en fait, We Love Devs, on donne la parole aux gens qui sont heureux. Moi, je le mettais plus, mais j'avais l'habitude de le pitcher pour les investisseurs en expliquant, nous, en fait, si les devs, ils viennent chercher des boîtes où ils sont heureux, en fait, les boîtes, elles sont contentes de recruter des gens qui sont bien chez eux. C'est un cercle vertueux, oui. Voilà, c'est l'effet réseau de la marketplace que tu expliques, quoi. Ouais. Mais lui, il a réussi à m'expliquer c'était quoi la plateforme de marque, et la plateforme de marque, c'est ça. Et il m'a dit, maintenant, pour la déployer, il faut faire ça. Et en fait, on a fait un premier format à l'époque qui s'appelait Hire Your CTO, où on a interviewé des CTO que je connaissais, qui parlaient de leur boîte, et c'était sympa, mais on a fait un deuxième format qui était mieux, qui s'appelait Happy Developer. Ok. Et où celui-là, c'était vraiment n'importe quel dev qui explique ce qu'il voulait faire quand il était petit, pourquoi il aimait être développeur, pourquoi il aimait être développeur dans cette boîte-là. Pourquoi il est happy aujourd'hui. C'est ça, Happy Developer. Et en fait, ça, c'était chouette parce qu'on était vraiment dans la starification des devs, le fait de leur donner la parole, etc. Et ce format-là, on a produit nous-mêmes à la chaîne beaucoup. Des snacks, et ensuite on en a vendu beaucoup. Il y a une année où 90% des snacks ils étaient achetés par les clients, etc. quoi. Donc je disais, cette partie média que tu m'as cité avec toute la partie snack content, etc. Comment aujourd'hui on arrive à sortir autant de contenu? Surtout toi en tant que CEO, je te vois, tu es vraiment impliqué dans cette création de contenu, tu présentes beaucoup de formats. Il y a des équipes, hein. Il y a des équipes, ouais. Et toi, comment tu arrives aussi à gérer l'entreprise et à la fois créer le contenu? Est-ce que c'est les équipes qui préparent le contenu pour toi et toi tu viens le présenter, ou... Donc c'est ça le secret?
Ah ouais, c'est ça Ok. le secret, c'est que je suis très bon pour lire des scripts. Ok, ouais. Je me disais, parce que c'est énorme être à la tête d'une boîte avec autant de clients, avec autant de salariés, et à la fois être autant actif sur les réseaux, c'est une mission. Bah, après, je suis un peu rédac chef aussi, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre les sujets et j'ai fait beaucoup de live aussi pendant un moment, à Oui. l'époque où les live LinkedIn c'était vraiment Oui. bien, et ensuite j'ai fait du Twitch. Et en fait, si tu veux être réactif quand t'es intervieweur, tu vois, il faut maîtriser les sujets et arriver à comprendre les tendances. Oui. Et ça te permet d'être réactif et ça te permet aussi de bien comprendre les tendances, les sujets, etc. Mhm. Et aujourd'hui, ça fait qu'effectivement, même si je suis avec une équipe qui fait de la prod et qui produit beaucoup, Mais j'ai l'impression que c'est aussi une sorte de passion pour toi. C'est le contenu, la création de contenu. T'as l'impression que c'est quelque chose que t'aimes aussi. C'est pas juste quelque chose que tu subis pour ton entreprise. C'est quelque chose que tu aimes faire. j'aime bien raconter des histoires. Ouais. Mais j'aime bien. Mais en fait, faut bien voir aussi, c'est que moi, j'aime bien poser des questions aux gens, j'aime bien donner de la place aux gens, j'aime bien donner la parole aux gens. Ouais. Et We Love Death, c'est pour ça, c'est une plateforme où les gens viennent prendre la parole. Tu peux avoir l'impression que je suis tout le temps là en train de parler, mais en vrai, la majorité des contenus, c'est pas sur YouTube, c'est beaucoup moins que je suis en face cam, mais sur les 3 quarts des contenus qu'on produit, c'est pas les moi autres. qui prends la parole, ou alors je suis là pour poser des questions. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec les documentaires où tu as une partie où c'est toi qui va parler, qui va vulgariser, mais tu fais intervenir beaucoup de personnes. C'est pas une personne ou deux. Ouais, c'est un Souvent, il y a reportage. beaucoup de personnes qui vont venir donner leur point de vue à propos du sujet du reportage. Ouais. C'est cool comme démarche. Et est-ce que tu ouais. penses que c'est quelque chose qui vous a aidé en tant que We Love Devs, en tant qu'entreprise, à casser ces frontières de la région, de l'île, et de partir à l'au-delà et avoir des clients ailleurs? Pendant longtemps même, on en a fait une force, c'est-à-dire que en vrai, la long tail, elle était en région et la majorité des clients en région, en fait, étaient déçus parce que nos concurrents étaient très parigocentriques, quoi. Mhm. Bah, en fait, c'était des boîtes parisiennes avec que du vivier parisien. Oui. Et en fait, pour recruter à Toulouse ou à Nantes, en fait, nos concurrents, ils avaient juste pas de candidats, ils avaient pas d'autorité ou d'audience. Et puis, ils faisaient des campagnes de pub dans le métro parisien et ils faisaient des petits déj pour que les gens viennent dans leur bureau, etc. Donc, en fait, il y avait et nous, on s'est dit, bah, on est à Lille. On va. Alors au début, moi, à l'époque, même en plus, quand j'étais à l'époque, quand j'ai monté la boîte, quand j'étais freelance, je faisais 3 meet-up par semaine Ouais. parce que j'étais tout seul chez moi la journée et je voulais socialiser à fond le soir dans ma vie pro. Et quand on a commencé à bosser sur We Love Devs, j'ai rapidement arrêté ça parce que déjà, je passais 40 à 70 heures par semaine au téléphone, donc j'avais plus du tout de capacité sociale le soir. Et on voulait pas être Lillois et on voulait être une notion de full remote dès le début. Et donc on disait vraiment à nos clients, la moitié de notre trafic il est pas parisien. Si vous recrutez en région, faut absolument vous recruter avec nous parce qu'on est le meilleur en région. Et ça a été un différenciant. Nos concurrents ils avaient des plus gros chiffres, etc. Mais à chaque fois qu'on a fait l'acquisition d'un utilisateur en dehors de Paris, il y en avait un à Paris qui s'inscrivait aussi, tu vois. Okay. Donc on n'a jamais focus sur Paris parce que si tu fais le tour de Paris, Paris vient tout seul, quoi. Ouais, clairement. Et là, aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est une force pour We Love Devs. Ça a été une force pour We Love Devs. Mais est-ce qu'à un moment, ça a été un frein aussi, le fait d'être à Lille? Je sais pas si vous avez levé, par exemple, de l'argent. Vous êtes autofinancé ou bien à un moment, vous avez fait une levée? Non, c'est intéressant parce qu'en fait, on a passé beaucoup de temps à essayer de lever des fonds à Paris avec des VC parisiens, etc. Parce que moi, j'avais ce réseau-là. Oui. Et puis, c'est le réseau prestigieux, tu vois. Et on a été reçus, d'ailleurs, chez beaucoup de VC qui nous ont beaucoup aidés, qui ont donné du temps en plus, hein, parce que alors ils ont des codes, hein, c'est-à-dire que s'ils investissent pas chez toi, au moins ils ont pris du temps, ils essaient de te le rendre en business, etc. Tu vois. Oui. Ils sont on value, en conseil, ouais. Donc ils ont beaucoup aidé, mais finalement en fait la boîte était pas assez explosive en chiffre d'affaires, tu vois. Nous on n'avait pas un modèle cash hungry, tu vois. En gros notre boîte, il y avait besoin de capital pour la démarrer. Oui. Mais c'est pas un modèle qui nécessitait du capital tout le temps. Il n'y a pas de la R&D à faire, il n'y a rien, c'est juste entre guillemets un site à maintenir avec des offres. Il y a de la R&D parce que le site à maintenir, il faut le faire évoluer tout le temps et je peux dire qu'il y a quand même 4 avec des nouvelles idées, des features. Ouais, et il faut rester un temps d'avance chez les concurrents parce que les concurrents ils font des trucs tout le temps. Donc, et les concurrents ils lèvent de l'argent. De ceux que j'ai en tête. Ah, tu penses à Welcome, ouais. Ouais.
Après, Welcome, ils ont beaucoup d'argent, ça c'est clair. Ouais. Bon, bref. Donc, on parlait de Lille, de Paris. Toi, aujourd'hui, comment tu vois la... Pour répondre à ta question, du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les investisseurs qui me correspondaient, c'était pas des VC parisiens explosifs. Et du coup, j'ai trouvé les bons investisseurs pour moi à Lille. C'est vrai qu'au début, je suis allé à Paris chercher des investisseurs, tu vois. Alors qu'il y en a ici chez toi. Alors qu'en fait, ceux qui étaient bien pour moi, ils étaient à Lille, quoi. Et c'est quoi ce type d'investisseur? Est-ce que c'est des investisseurs? Est-ce que c'est des institutions? Est-ce que c'est... Au début, vu que les fonds, ils y allaient pas, je me suis dit, je vais aller voir des investisseurs qui comprennent, qui ont de l'argent déjà, et qui comprennent la pain. Ouais. Et en gros, je me suis dit, il faut qu'ils comprennent la difficulté, que en 45 minutes, ce soit évident pour eux que moi et mon associé, on était des personnes pour résoudre ce problème-là, et qu'ils aient de l'argent, quoi. Donc, je suis allé voir des patrons de SN de la région. Et j'en ai trouvé 4 qui étaient OK, et des patrons de SN, des patrons de PME, etc. de la région. J'en avais trouvé 4 qui étaient prêts à investir. Ce chemin faisant, il y a un fonds d'investissement régional qui, à l'époque, avait des bureaux d'ailleurs dans ce bâtiment-là, en fait. Je suis en train de capter que c'est pour ça que je viens là. C'est pour ça que tu connaissais. Ouais. Le chargé d'affaires, il nous pousse un peu à venir en comité. Venez présenter votre projet, c'est toutes les semaines, on reçoit des boîtes, et puis en fait, tu te retrouves à faire un comité d'engagement, et puis tu te retrouves avec une LOI. Le process, il va super vite. Et ça a été clé dans le process parce que, en fait, on n'était pas en train de forcer, c'était pas nécessaire pour nous qu'ils signent pour que la boîte marche. Oui. Et puis en fait, du coup, la première fois qu'ils nous ont vus, on était en mode nous on charge l'argent, on fait ça, on s'amuse bien, on a des KPI de traction. La fois d'après, on s'est revu, on avait des KPI de traction qui étaient encore mieux. Puis on avait 4 BA qui étaient prêts à mettre 100K sur les 250 qu'on cherchait. Ils ont dit les BA, soit ils mettent l'argent d'ici 2 semaines, soit on fait tout, quoi. Et c'est littéralement ça qui s'est passé, c'est que du coup sur les 4, il y en a 3 qui ont dit je reste pas. Il y en a un qui a dit je reste, voilà. Et puis du coup ils ont partagé avec ce BA là. Ouais. Donc si tu cherches des gens qui cherchent une croissance raisonnable, qui cherchent des ROI raisonnables, des retours sur investissement raisonnables, qui cherchent à s'inscrire dans la durée, tu vois, et qui comprennent la valeur, le problème, et qui comprennent que tu vas résoudre le problème, quoi. Et ce fonds, tu l'as eu comment? Tu l'as eu via ton réseau, ou bien tu les connaissais pas? T'es venu en mode coucou, je suis Damien et j'ai besoin d'argent. En fait, Adrien, je le connaissais depuis un moment. Par les Startup Can et tout ça. Je sais pas si tu peux citer le nom du fonds. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? C'est Finovam, ils sont super chouettes, ils existent encore. C'est une boîte qui a investi dans... Finovam, c'est une société de gestion qui a investi dans peut-être 20 ou 40 boîtes sur la région depuis le début. Ils font que du financement, d'amorçage. Et puis voilà, vraiment, ils sont très bienveillants. C'est vraiment chouette. Et à l'époque, nous, on était au Village by CA. Le Village by CA, c'était encore dans Euratech. Moi je voulais le Euratech à l'époque proposait de l'incubation, ils avaient de l'accélération mais c'était un truc temporaire et moi j'avais pas envie de retourner en incubation parce que j'y avais déjà passé quand même beaucoup trop de temps. Et le Village by CA c'était un peu le step d'après, fallait avoir déjà créé ta boîte, fallait déjà avoir du CA, etc. Donc le Village by CA on est allé chez eux et en fait le chargé d'affaires du fonds d'investissement il faisait une intervention, un atelier sur la levée de fonds auquel je suis pas allé, mais on a discuté avec lui après et il a dit mais venez présenter votre projet, quoi. Comme quoi il faut saisir ses opportunités. Et un des investisseurs que j'ai encore au board aujourd'hui, je l'ai croisé sur un plateau à Réseau Entreprendre entre Réseau Entreprendre et Village by CA, qui était du coup au Village by CA, et à la fin je suis allé le voir, je dis moi je monte une boîte dans la RH, faut qu'on prenne le café. On est allé le voir avec notre business plan, il nous a dit le projet j'adore, le business plan est tout pourri, allez voir Réseau Entreprendre, ils vont vous aider, vous êtes dans la bonne démarche, allez voir Réseau Entreprendre, et Réseau Entreprendre nous a vraiment bien aidé, quoi. Et Réseau Entreprendre, quand ils t'aident, ils attendent quoi de ta part? Déjà, Réseau Entreprendre, c'est une ONG, c'est pas une ONG, c'est une loi 1901, c'est financé. Le Réseau Entreprendre, l'histoire, c'est que c'était le patron de Fildar. Il s'est retrouvé à licencier tous les gens et s'est dit je veux créer de l'emploi plus durablement que ce que j'ai créé dans ma vie pro. Donc il s'est dit on va accompagner des chefs de PME pour qu'ils deviennent des bons chefs de PME et créer de l'emploi, quoi. Il s'est dit si on arrive à créer une armée d'entrepreneurs, l'emploi il sera résilient sur le territoire. Et c'est ça que Réseau Entreprendre fait. Réseau Entreprendre, tu leur dis tu veux créer 10 emplois, ils t'aident gentiment, ils te prêtent de l'argent en prêt d'honneur, etc. Le prêt d'honneur, d'ailleurs, il t'aide pas vraiment à financer la boîte, mais qu'est-ce qui t'engage envers l'assaut, en fait, après? Du coup, tu vas à tous les trucs, etc. Et le Aujourd'hui, club... t'es toujours actif?
moi, je suis toujours actif parce que, et même quand j'ai eu des pépins perso, etc., je les ai appelés eux en premier, ils m'ont aidé, tu vois. Vraiment, ouais, ils ont ce côté-là. Il y a un côté hyper safe à réseau. Genre, tu peux dire, je vais pas bien, C'est une famille. C'est pas une famille, non, c'est vraiment, tu vois, ils ont encore un peu une espèce de culture du secret. Oui. Ils t'acceptent tel que t'es. Oui. Et t'es à l'aise pour dire que ça va pas, t'es à l'aise pour dire quand ça va. Parce que tu vois, Ratek, si je dis que je vais pas bien, vite, ça va polémiquer, ça va se déformer, etc. Alors, j'adore Ratek, mais tu vois, il n'y a pas cet endroit safe qu'il y a, à Réseau, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être parce que Réseau, ils sont ici à Villeneuve d'Ascq, ils sont loin, du coup, ils sont pas dedans, quoi. Ou peut-être que la typologie d'entreprise qu'on va trouver à Réseau est différente de celle qu'on trouve à Euratech. Euratech, quand tu dis que ça va pas, et ça vaut pour tous les incubateurs de France et du monde, je pense. Une entreprise jeune qui dit ça va pas, ça envoie un mauvais signal. C'est dur à entendre. Alors que Réseau Entreprendre, peut-être qu'ils ont l'habitude, avec des clients un peu plus matures, un peu plus vieux, entre guillemets, en expérience. Et donc, naturellement, quand tu dis ça va pas, ils savent que c'est juste un down et que ça va remonter. Quand t'es lauréat Réseau Entreprendre, pendant 2 ans, tu participes à des clubs réseau, tu vois, où c'est une fois par mois, en fait, on vient déjeuner. Oui. Et avec mon associé, du coup, on était dans des salles différentes, mais toutes les boîtes, du coup, on se retrouve dispersés. Oui. Et t'as une forme d'intégration aussi au début. Du coup, on fait un week-end tous ensemble pour faire connaissance. Et donc, ces gens-là, tu les connais vraiment. Et pendant 2 ans, tu vis la vie de leur boîte parce que, en fait, c'est un codev. Oui. C'est-à-dire que tout le monde prend la parole et dit ce qui va, ce qui va pas, et puis les gens ils t'aident, ils trouvent des solutions, etc. Et alors du coup dedans il y avait des gens qui faisaient de la R&D, genre il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des procédés pour créer de l'ADN, tu vois, et qui ont revendu leur boîte super cher. Il y avait des gens qui vendaient du rhum, qui ont revendu aussi leur boîte à la maison du whisky, et c'était fascinant. Voilà. Et en partant de Lille. Tout ça, tout en partant de Lille. Et il y avait un couvreur aussi. Avec 10 couvreurs quoi, dans sa boîte. Il avait acheté une boîte de couvreurs. Et donc une diversité énorme de domaines et de personnes. Il y avait un mec qui faisait des champignons, quoi. Enfin, vraiment, ça. Et puis, ouais, avec des problèmes. Et toi, à côté, t'es avec We Love Devs. Et tu lui parles à lui? Ouais, vous comprenez? Ouais. Et puis, en fait, il rencontre des problèmes que tu rencontreras peut-être plus tard, qui est, lui, il a des soucis parce que quand la prod, quand les paquets, l'expédition, ça va pas assez vite, les ingénieurs, ils veulent pas aider à faire les paquets, tu vois. Voilà. Ouais. Et en fait, comment je fais pour faire ça? Il y avait des mecs qui géraient des magasins aussi. Et eux, ils nous expliquaient, il y a une personne toxique dans le magasin, ça ruine le chiffre d'affaires. À l'époque, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, c'était ça. Tu vois. Et oui, si, c'est ouf l'expérience que t'as, quoi. Ça me fait penser moi, j'écoute des podcasts depuis 2017-2018, tous les jours. Et il y a des podcasts, moi, je l'ai dit par exemple à Mathieu Stéphanie une fois à l'écrit, avec Génération Do It Yourself, je lui ai dit, ton podcast, c'est une des activités dans ma vie qui m'ont permis de grandir et d'être éduqué à des sujets que j'aurais jamais pu découvrir à ce moment-là, en tout cas, tu vois. Et ça me fait penser à ça, parce que des fois, dans un podcast, t'entends une phrase, tu l'entends inconsciemment, elle rentre dans ta tête, mais le jour où tu vis une situation, tu y repenses, tu dis « Ah, ça, je l'ai entendu, un tel l'a dit, et c'est pertinent, ça me fait rire. » Parce que c'est bizarrement, tu vois, la valeur, qu'elle soit partagée sous format audio, qu'elle soit vécue dans un moment ensemble avec d'autres entrepreneurs, ça reste la même, en fait. Le partage d'expérience reste la même. Tu as parlé de Réseau Entreprendre, tu as parlé de Ratek. Est-ce que tu as d'autres ressources, qu'elles soient financières ou même institutionnelles ou autres, à Lille que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent? Au défi, à l'époque, ça s'appelait LMI. Ils font des prêts d'honneur aussi. Ils font des prêts d'honneur qui sont un peu plus conséquents qu'à Réseau Entreprendre, donc ça aide un peu plus à financer. Au défi, pour le coup, ils comprennent mieux la tech. Ils cherchent de l'innovation. Et ils cherchent des dossiers innovants, donc ils financent de l'innovation. Donc, pour le coup, eux, ils sont vraiment spécialisés dans le financement de l'innovation. Ils font, au-delà du prêt, il y a un parrainage avec un accompagnateur, et ça, c'est chouette aussi parce qu'ils font bien leurs accompagnateurs à l'effet miroir, etc., à la technique du miroir. Donc, au défi, super. Et moi, je suis encore dans le club au défi et j'y vais encore régulièrement dans le club des lauréats. Et Euratechnologie, tu y es toujours? Ouais. Pourquoi être resté à Euratechnologie alors que ta période d'incubation était terminée, et en plus c'est depuis 2000 combien 2011 que tu y es, oui. Pourquoi être resté à Euratech?
Bah, en fait, le projet de Ratec, déjà Ratec, c'est pas juste un incubateur, c'est un hôtel d'entreprise, c'est un IT park. Ok. T'as ton data center dedans, quand t'es dans ton bureau, t'as ton routeur Wi-Fi, enfin ton routeur tout court, c'est ton internet chez toi, quoi. Oui. Donc moi, j'étais content d'avoir des bureaux où l'internet, il est vraiment fiable pour le coup. Donc il y a ce côté-là. Alors c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des ruches d'entreprises dans la région comme ici où c'est un peu similaire. Et au Ratec, il y a ça. Et ce qui est intéressant, c'est que comment expliquer? Moi, je crois à l'effet de Ratec qui est de créer un pôle où en fait il y a des gens qui viennent dans ma boîte, qui sont venus dans ma boîte. Quand tu as une petite boîte comme la mienne, tu vois, les gens, ils vont pas faire carrière dans ta boîte, ils vont pas rester 10 ans. Et en fait, c'est chouette d'être à côté de Critiseur, d'à côté de grosses boîtes, de Sencrop, etc. Tu vois, parce qu'en fait, les gens, ils vont changer de boîte. Il y a des gens, moi, ça fait du coup plus de 20 ans, ça m'a pas rajeuni ça, que je vais à Ratec. Il y a des gens, ça fait 20 ans que je les vois là-bas. Et ils ont changé de boîte 5 ou 6 fois. Mais ils restent là. Et alors, les boîtes, il y a des boîtes à Ratec qui vont fermer, il y en a plein. Hein. Mais les boîtes à Euratech, elles ferment, les gens restent à Euratech et vont dans d'autres boîtes, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont dans l'incubateur, leur projet marche pas. En fait, ils deviennent salariés dans une boîte parce qu'ils veulent rester là, tu vois. Et ça te permet de recruter, toi, des gens qui ont ce mindset startup, qui comprennent qu'il faut toucher à tout dans la boîte, etc. Et te fournir une expérience au collab qui va au-delà de ce que tu fournis dans ta boîte, tu vois. Oui, c'est clair. Donc même les personnes que tu vas trouver là-bas, c'est des personnes qui te ressemblent. C'est quelque chose que j'ai retrouvé personnellement à Paris quand j'étais incubé à la station F. Paris, ils ont, Xavier Niel a construit ce qu'on appelle Flatmate. C'est une sorte de résidence, donc vraiment des appartes pour les entrepreneurs qui sont installés dans la station F. Moi, je voyais ça de manière très positive, mais avec du recul, je me disais que c'était peut-être pas si une bonne idée que ça, parce que tu te retrouves finalement qu'avec des gens qui te ressemblent. Est-ce que tu as cette impression aussi à Euratech? Les trois quarts des boîtes de tech sur Euratech, c'est des ESN quand même. Donc c'est pas non plus start-up au start-up. C'est très numérique, digital, etc. Il y a... Et après, cet exogène-là, je trouve qu'il est quand même intéressant, tu vois. Enfin, il y a plein de boîtes, des startups qui sont pas du tout dans la tech, en fait. On a tous des clients qui sont dans d'autres secteurs, tu vois. Je pense, tu vois, il y a un club RH sur la French Tech. Dedans, il y a le Fourgon. Il y a VadSecure qui vend de la cybersécurité, Groupe Positif qui envoie des emails, tu vois. Enfin, c'est les gens. Il y a la tech, c'est quand même, tu vois, quelque chose, un secteur qui touche tous les autres secteurs. C'est bien vaste, oui. Et Euratech cherche cette mixité sociale-là, qui fait qu'on n'est pas entre start-upers blancs, privilégiés, etc. Il y a des entrepreneurs de tout horizon. Les entrepreneurs ou les gens qui travaillent dans le digital, ils ont tous fait quelque chose d'autre avant, ils ont toujours eu des vies avant. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a cet entre-soi que tu peux effectivement retrouver dans certains milieux start-up. Il y est pas à Euratech. Et c'est clairement parce qu'ils font bien la recette, quoi. Alors, je sais pas s'ils le font exprès, par contre, mais ils le font bien. En tout cas, à l'époque, à Station F, quand tu voulais accéder à un appartement, tu devais remplir un formulaire. T'étais randomisé, T'étais dedans complètement et tu devais parler de tes passions, comment t'étais personnellement, est-ce que t'étais quelqu'un de discret, extraverti. Et derrière, ils faisaient un matching pour trouver tes colocs. C'était sympa. J'aurais bien aimé essayer aussi. Nous, mes associés se sont rencontrés là-bas. Moi, je les ai rejoints ensuite là-bas, pas en tant que locataire, mais je venais très souvent là-bas, donc c'est comme si j'en faisais partie. Donc oui, ça a permis des rencontres extraordinaires. Hein. Il y a des gens qui ont monté des très 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 belles boîtes, mais au final, ils se sont juste rencontrés en coloc, tu vois. Est-ce que aujourd'hui, tu as des noms d'entrepreneurs lillois ou entrepreneurs lilloises à qui tu penses et à qui tu veux faire un clin d'œil pour tout ce qu'ils font de génial? Je suis très mauvais pour me rappeler des noms des gens. Donc, ou d'entreprises. Les entreprises, je pense, c'est plus simple. Alors, si le golden entrepreneur, je trouve sur Euratech en ce moment, c'est Mickaël de Sencrop. Ok, il fait quoi? Sencrop, ils font comment ça s'appelle? Sencrop, ils font des tours météo pour les agriculteurs, tu vois.
Ok. Et ils ont des clients partout en Europe. Et Michael, c'est un ingé, tu vois, qui faisait ça à la base, de faire les tours des stations météo. C'est lui qui les prototypait, etc. Et il a eu une vision qui lui a permis de négocier des deals avec des Canadiens, des Israéliens dans la même semaine, etc. Se faire accompagner aussi. Et franchement, le parcours qu'il a est méga dur. Et toujours des bons mots. Je trouve ça chouette. Sencrop, c'est ça? Sencrop, ouais. Ok. Et sur Euratech, un autre entrepreneur qu'on a beaucoup de mal à trouver, mais à chaque fois que je le croise, je suis content. C'est Thibaut de Critizer, qui est le CTO de Critizer aussi. Critizer, c'est? Alors, ça s'appelle plus Critizer aujourd'hui, je l'aurais plus le nouveau nom, parce que je sais pas, ils ont changé de nom. Mais Critizer, c'est dingo la boîte, parce que moi, quand j'étais dans l'incubateur en 2011, ils avaient en fait un site d'avis client, une appli mobile d'avis client. D'avis client, oui. Une appli mobile pour donner des avis. Okay. Pour donner des avis clients, et ils étaient 3, ils avaient des MacBooks et ils utilisaient la photocopieuse de l'incubateur, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence finalement de la relation client dans plein de secteurs grand public, dans la GSA, etc. Et puis c'est une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires et qui a levé des fonds aussi, qui a attiré des. En fait, il faut bien comprendre ça aussi, c'est que si moi j'ai pu lever des fonds avec Finnovam, c'est parce qu'en fait ils ont eu du succès avec Critizer. S'il y a des VC qui viennent à Euratech, c'est parce qu'en fait ils viennent voir Critizer au passage, ou Carnot, ou Sencrop, des boîtes là. En fait, à chaque fois que il y a des gens qui ont du succès à Euratech, ils font venir du réseau extérieur. Ils font l'écosystème en général, oui. Ouais. Et même si tu as une petite boîte qui a un peu de succès, mais en fait t'as formé des gens, t'as créé de la valeur, etc. Et ça c'est chouette. Ouais. Bah écoute, merci pour ces recommandations. J'irai leur écrire pour qu'il passe chez nous. Franchement, si t'arrives à leur prendre du temps, c'est cool. Aujourd'hui, c'est quoi le conseil pour toi le plus important pour quelqu'un qui veut se lancer, avec une parenthèse importante, à Lille? En fait, à Lille, il y a encore aujourd'hui, quand tu veux te financer, il y a encore un circuit. Il y a une forme de microcosme, tu vois. En fait, Réseau Entreprendre, Au Défi, Euratech ou la Pleine Image, un incubateur. T'as un peu besoin de. En fait, ce circuit-là, il est cool parce que il te permet de récupérer des barrettes de validation, tu vois. En gros, tu montes pas de blanche. Et en fait, après, t'as des gens qui soutiennent, t'as accès à du réseau un peu plus facilement, etc. Oui. Et moi, je trouve qu'à Lille, tu vois, par rapport à d'autres écosystèmes plus grands, en fait, t'as facilement accès à des gens qui ont de l'argent, du capital, du réseau, etc. Oui. pour monter ta boîte. Et ce petit circuit-là, il sert à ça. Par contre, faut le faire au bon moment. Faut le faire au moment où t'es sûr de ta création de valeur. Oui. Le premier truc, c'est travailler le problème, travailler ton marché. À la fin de la journée, les gens, ils vont t'aider à monter ta boîte parce qu'ils pensent que t'es la personne qui comprend le mieux le marché, quoi. Oui. Oui. Et tes investisseurs, ils penseront toujours que tu comprends mieux le marché que toi, que sinon ils montreraient la boîte à ta place. Les gens que tu recrutes aussi, les gens que tes partenaires commerciaux, ils doivent le penser aussi. Et il faut que ce soit vrai. Et pour que ce soit vrai, il faut rencontrer des gens, il faut faire ces interviews-là, il faut prendre le temps de travailler ton prototype, de trouver comment apporter de la valeur aux utilisateurs d'une façon nouvelle. Alors moi, je me suis peut-être trop occupé à chercher à le faire d'une façon nouvelle, alors qu'en fait, il y avait déjà des gens qui le faisaient, j'avais juste à copier ce qu'ils faisaient. Oui. Mais voilà, en vrai, la roue était déjà inventée. Quand tu as de l'attraction, quand tu comprends ton marché correctement, oui. Ce que tu expliques, c'est clair, tu peux l'expliquer facilement. La deuxième levée de fonds que j'ai fait une deuxième levée de fonds avec des business angels. J'ai fait mon pitch deck, je me suis dit, n'importe qui, en gros, et à chaque fois, les gens, ils venaient, je leur disais, en 45 minutes, je vais te montrer mon pitch deck. En 45 minutes, toutes tes réponses, elles doivent être répondues. Toutes tes questions doivent être répondues. Et tu dois avoir l'impression que tu as tout compris au business alors que tu l'avais jamais vu avant. Oui. Et tu dois être super confiant dans le projet, dans le fait que ton investissement, il est pérenne, quoi. Et ça, tu as appris à le faire à travers ton expérience ou bien avec des institutions ici? Est-ce qu'ils t'ont aidé à savoir bien synthétiser ton business? Je l'avais appris avec Techstars, avec Startup Weekend, j'avais appris ça. C'est une façon très américaine d'entreprendre. Le Lean Startup, c'est ça aussi. Et je pense que c'était un code que j'avais. Par contre, Réseau Entreprendre m'a beaucoup aidé à avoir le code de comment le business plan il doit être présenté, c'est quoi un prévisionnel financier. La note comité de Réseau Entreprendre, c'est un code aussi qui est important. Oui. Et en fait, faire ces circuits-là en suivant les codes, ça te permet d'apprendre les bons codes, si tu veux. J'ai la chance aussi, parce que mon associé, il avait fait Pinner à HEC. Okay. Où il a appris beaucoup de codes aussi, donc faire un mémo avant de faire un pitch deck, ça quand on allait voir des investisseurs, en fait c'était un code qu'ils avaient sur lequel ils ont l'habitude, tu vois.
de manière générale, faut se dire que si tu sais pas comment, enfin, si tu connais pas la recette, faut poser la question. Et les autres, ok, comment t'as fait? Ça, c'est un code. J'apprends le code. Je fais pareil. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que We Love Devs et aussi Damien, vous êtes des acteurs importants de notre région, de Lille aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision pour l'avenir, une vision ou quelque chose que tu souhaiterais voir à Lille dans l'écosystème entrepreneurial? Bah, en fait, je suis content, tu vois, je suis content de ce que je disais, tu vois, quand je parle de mixité sociale, je parle de mixité tout court. Je suis content de voir ça à Lille, je suis content de le voir dans l'écosystème Euratech. Euratech a eu du mal à prendre le virage du télétravail et de la période Covid. Mais ouais, j'aimerais bien parce que en fait c'est hyper compliqué à animer le bâtiment parce qu'il est gigantesque il est gigantesque par rapport à ce qu'il y a dedans et puis même nous, tu vois, on a un plateau, on l'utilise que 2 jours dans la semaine. Ouais. Et en fait on a perdu parce qu'il y a eu vraiment, tu vois, l'écosystème startup en France de manière générale, il s'est pris un start-stop violent. Ouais. Et ce start-stop là, ça nous a fait perdre la vibrance, tu vois. Les Américains appellent ça la vibrancy. C'est le fait que oui, on réseaute, on rencontre des gens au pif, on prend des cafés facilement, on se rencontre, on accepte des invitations, on a des événements, on fait des mixeurs, etc. Et on fait des soirées, puis on se rencontre pour rien, etc. Oui. Et ouais, c'est retrouver ça, c'est se retrouver cette émulsion qu'on avait il y a 5 ou 6 ans. J'aimerais bien revoir à Lille, ouais. Bah écoute, on répond à ça. Avec, je profite de cet instant, de cette réponse pour placer un petit instant de pub. On a organisé la Welsh, la famille. Ouais. Et l'idée, c'est de faire rencontrer justement tous ces entrepreneurs de Lille qui se rencontrent jamais, qui n'ont jamais l'occasion de se rencontrer. On a fait rencontrer des acteurs de la recharge électrique avec des photographes, avec des gens du BTP, avec des gens de la photovoltaïque. Et on a organisé notre premier événement le 23 janvier, et c'était un succès. On a commencé à communiquer très peu avant. Il y avait une cinquantaine de personnes, des pitchs incroyables, des gens vraiment magnifiques qui étaient là. Ils partageaient sans se soucier, ils partageaient de l'expérience, ils partageaient de la valeur aux autres. Et j'ai vraiment apprécié. Donc si jamais vous voulez, comme Damien, vous voulez retrouver ça, n'hésitez pas sur Welsh la famille. Et il y a du Welsh dans l'histoire ou pas? Il y en aura bientôt. Si on n'avait pas, j'étais déçu, quoi. Ah non, t'inquiète pas, il y en aura. Justement, il y a un restaurant bientôt et bientôt, on organisera un truc autour du Welsh. Ah, attends, il y a un truc sur le Welsh. Il y a un resto qui s'appelle le Rimbaud à Cormontaine, qui a ouvert assez récemment. Et le chef fait un fantastique Welsh, mais il est pas à la carte. Ou si t'arrives à faire en sorte de privatiser le resto pour une soirée Welsh et qu'il fasse des excellents Welsh, parce que vraiment, son Welsh, il est dans le top 3 des Welsh j'avais trop peur. Écoute, je vais lui dire, je viens de la part de Damien. Et contact sur le Rimbaud, ils sont, genre, c'est le genre de resto où tu peux réserver sur Instagram ou sur Messenger. Ils sont méga accessibles, tu peux discuter avec ça. Bah, je connais le chef qui fait la bouffe, mais. C'est bon, je vais jouer sur ça. Franchement, ça marche. Je vais en profiter. On va aller manger des Welsh là-bas. Ils ont fait une soirée Welsh mardi, il y a une semaine ou deux. Dans le Rimbaud, tu vois. Okay. Et c'était la première fois parce que le resto est tout neuf. En vrai, il a besoin de promo, etc. Et ouais, j'étais méga cool. J'ai emmené mon fils qui a 2 ans pour manger un Welsh. C'était son premier ou? En fait, la dernière fois que j'ai mangé un Welsh dans un resto, lui, il avait des frites, il a tapé dans mon fromage. Il m'a vu faire la frite dans le fromage. Il avait des frites, il a fait pareil. Je suis attends, j'ai demandé à ce qu'il te mette un bol, quoi. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Écoute, on a parlé un peu de tout ce que dont je voulais qu'on parle. Pour finir, est-ce qu'il y a une pensée, un point ou une idée que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas fait? En vrai, on a dit pas mal de choses. On a parlé de la bienveillance, comment le faire vraiment. Parler de mixité, et la mixité pour moi c'est la signature lilloise, hein. Vraiment, pour avoir visité beaucoup d'autres écosystèmes, c'est la signature lilloise. Ouais, on a parlé d'émulsion. C'est l'idée aussi, hein. C'est comme je disais, vraiment, si vous voulez retenir qu'un truc et si vous voulez entreprendre dans la région, on a de la chance d'avoir accès à des talents, d'avoir accès à du capital, d'avoir accès à des réseaux, des gens compétents, des gens qui peuvent t'apprendre tous les métiers de ta boîte. Il y a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Faut y arriver avec un minimum d'humilité.
de prendre le temps, écouter les gens. Ça prend 2 ans de monter une boîte et ça prend 10 ans de la faire marcher ensuite. Voilà, allez-y doucement. Il y a tout ce qu'il faut autour de vous et prenez le temps d'apprécier parce qu'en vrai, c'est chouette de se faire aider, c'est chouette de rencontrer des gens comme ça. Et ouais, c'est une chouette expérience. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans la région et je sais pas si dans d'autres régions on peut le vivre de cette façon-là, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Damien. Merci pour ce moment. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai apprécié déjà personnellement et j'espère que les gens qui vont écouter ont apprécié aussi. C'est le premier épisode, donc il y a sûrement des manquements, des bugs à certains moments, donc faudra être indulgent par rapport à ça. Si vous avez des noms en tête de personnalités qui pourraient être intéressés par ce qu'on propose aujourd'hui chez La Drache, n'hésitez pas à nous les préposer. Et puis merci encore Damien et merci à We Love Devs aussi pour ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Merci.